Voilà, donc après avoir largement balayé les attentes sociétales, on va essayer de voir quelles sont aujourd'hui les réponses des filières à partir de 2 parties du programme ACCEPT, une étude qui a été menée au niveau européen dans les 5 pays dont Charlotte a parlé, et un recensement un peu plus important de différentes démarches collectives ou d'entreprises en France. Alors, à l'échelle européenne, les réponses des filières, elles dépendent fortement des contextes culturels et des contextes de segmentation de marché qui existent des fois depuis assez longtemps. Et très schématiquement, on a 2 grands types de pays. Des pays où la segmentation de marché était déjà assez forte, comme la France et l'Italie, où ces segmentations se seront construites de façon assez ancienne. En France, ça fait plus de 50 ans, le label rouge, par exemple, via des labels officiels, des signes officiels de qualité, donc co-construits avec les pouvoirs publics, avec des exigences de cahier des charges qui peuvent être variables selon les filières, mais qui, globalement, on a traduit ça par grands pas, c'est-à-dire qu'il y a un gros écart en général entre les exigences de cahier des charges de ces signes de qualité, mais que ça ne concerne souvent que des petits volumes, donc une partie du marché seulement. Et puis, à l'inverse, en Europe du Nord, donc là j'ai réduit mes exemples pour tenir dans le temps à 2 pays, les Pays-Bas et l'Allemagne, où on avait globalement des marchés beaucoup moins segmentés, beaucoup plus standardisés, et où on constate quand même, et on a étudié des initiatives récentes pour répondre aux attentes sociétales, mais qui se sont faites par des moyens relativement différents de ce qu'on connaît chez nous. Alors ça s'est fait essentiellement soit via une segmentation progressive, et on verra avec des labels qui ont plusieurs niveaux d'exigence, comme les One Star, 3 étoiles aux Pays-Bas, ou au contraire via une amélioration globale de la qualité standard. Et dans ces cas-là, on a plutôt des petits pas, c'est-à-dire que l'exigence, le petit pas pour améliorer le standard est relativement faible, mais par contre, ça peut concerner des gros volumes, voire la totalité de la production. Donc, je vais prendre ces 2 exemples en commençant par les Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Donc, en 2007, une association de protection animale a mis en place le système Better Leven, donc avec 3 étoiles, qui a été décliné pour l'ensemble des productions animales, porc, poulet, bœuf et œufs, avec donc des niveaux d'exigence croissants, globalement le 3 étoiles représentant à peu près le bio. Donc, à quoi est-ce qu'on est arrivé en 2013-2014? Eh bien, c'est assez variable suivant les filières, puisqu'on voit que, par exemple, le poulet One Star a atteint péniblement 10% du marché, alors que le porc One Star représentait 70% du marché porcin. Donc, notamment en volaille, d'autres associations animales, et notamment Wacker Deer, qui ont jugé cette part de marché très insuffisante. Et il y a eu une nouvelle campagne très agressive menée contre le plough flip, ça veut dire le poulet qui explose. Et donc là, il y a eu c'était vraiment une campagne très forte en 2012. Donc les acteurs des filières, là, se sont mis autour de la table, je suis trop loin du micro, pardon, et se sont mis d'accord sur un cahier des charges minimum, mais relativement minimaliste, qui portait notamment sur les densités et sur la limitation du GMQ. Et aujourd'hui, le poulet de demain, donc la démarche s'appelait l'élevage de demain, ça représente 100% du marché du poulet frais aux Pays-Bas. Alors 100% du poulet frais, ça veut dire un tiers seulement de la production néerlandaise, puisque ça ne concerne ni l'export, ni la partie qui est transformée. Mais quand même, aujourd'hui, on ne trouve pratiquement pas, plus du tout, je crois, dans les supermarchés néerlandais, de poulet dit standard, comme on le connaissait encore il y a 4 ans. En Allemagne, on a également une évolution historique avec le premier label qui a été porté par 3 différentes ONG, bien-être animal, environnemental, agriculture paysanne, et qui s'appelait Neuland, avec un seul niveau d'exigence très élevé, qui était décliné en volaille, porc, bovin, mais qui a atteint là aussi des parts de marché très faibles. En 2013, un nouveau label qui a été là initié également par des associations de production animale, mais avec la participation active de 2 acteurs majeurs des filières porc et des filières volailles, Furmer Tierschutz, là, avec un petit peu
le même principe que Beter Leven aux Pays-Bas, c'est-à-dire 2 niveaux d'exigence, et là aussi des parts de marché qui sont restées très limitées. Et devant la montée et la contestation sociale contre l'élevage, là aussi, on a eu une initiative qui a été prise par les filières porc et volaille, initiative Tirvol en 2015, et qui a visé à faire progresser, à pouvoir au moins dire à la société que les filières avaient pris en compte ces demandes d'évolution, notamment sur le bien-être animal. Donc, elles ont mis en place une initiative où les produits ne sont pas individualisés. La distribution prélève sur chaque kilo de viande vendue 4 centimes, maintenant c'est 6 centimes et demi. Ça alimente un fonds qui permet de rémunérer les éleveurs qui s'engagent de façon volontaire qui choisissent eux-mêmes d'ailleurs dans une grille de critères à améliorer ce sur quoi ils s'engagent et ils touchent un bonus. Voilà. Donc, et ça atteint aujourd'hui, vous voyez, 23% des porcs, 60% des volailles. Donc c'est quand même quelque chose qui, là aussi, touche des gros volumes. Donc, ça pose notamment, ces évolutions et ces démarches posent notamment la question du surcoût et du consentement à payer pour plus, notamment, de bien-être du consommateur. Donc là, dans l'Eurobaromètre, on voit que les gens qui sont, si on regarde la moyenne européenne, on a 70% des citoyens européens qui sont prêts jusqu'à payer jusqu'à 5% de plus pour le bien-être. C'est quand même pas beaucoup, 5% de plus. Et au contraire, uniquement 3% qui sont prêts à payer 20% de plus. Donc on sent bien que tout de suite, là, il va y avoir un peu une limite dans la capacité de réponse des filières à ce que le marché peut accepter. Donc, si on résume les 2 expériences néerlandaises et allemandes, ce qu'on peut dire, c'est qu'en commun, ce sont des démarches souvent collectives qui ont été initiées par ou élaborées, en tout cas avec la participation des ONG, et toujours avec un engagement relativement fort des distributeurs. On a 2 types de démarches. D'une part, des démarches de différenciation et de segmentation, qui sont plutôt les plus anciennes, Beter Leven, Furmer-Tirschutz, avec donc là, l'objectif, c'est de faire payer le surcoût aux consommateurs, mais on voit qu'on est limité par l'acceptation à payer, d'où des parts de marché atteintes qui peuvent apparaître décevantes, d'où, dans un second temps, la mise en place de démarches collectives qui, elles, visent plutôt à améliorer le standard. Et là, comme souvent, il n'y a pas de différenciation des produits pour le consommateur, c'était un objectif même d'initiative Tirvol, et aujourd'hui, pour Kip von Morgan, par exemple, c'est le cas, puisque le consommateur ne trouve plus le poulet conventionnel d'avant, donc de toute façon, il n'a pas le choix. Et du coup, la répercussion des coûts est relativement indolore dans ce cas de figure. Alors en France, en France, on a une originalité qu'on partage avec l'Italie, du poids des SICO, qui est relativement variable. Alors, on a dit que les cahiers des charges, le niveau d'exigence des cahiers des charges SICO était variable selon les filières, les parts de marché aussi. Le bio, globalement, reste quand même relativement faible, enfin là, c'est en part de la production, à l'exception de la filière œuf, où on est aujourd'hui, là, c'est des chiffres 2015, on doit être à peu près à 10% aujourd'hui dans la filière œuf. En label rouge, là aussi, des écarts assez importants avec la filière volaille de chair qui se distingue avec 15% de la production. Et puis, au niveau des AOP, là, les produits laitiers qui ont une part de marché assez importante. Donc, c'est une originalité française et toutes les autres démarches vont souvent se situer par rapport à cette segmentation préexistante des signes de qualité. Alors, globalement, au niveau français, Christine l'a dit ce matin, 40 démarches ont été explorées, analysées, et on a essayé de les classer dans une typologie qui n'est sûrement pas parfaite, mais qui permet au moins d'identifier différents types de démarches. Alors, des démarches de rassurance, des démarches de progrès et des démarches de rupture. Ensuite, chacune de ces démarches peut être traitée de façon collective ou relevée d'une stratégie d'entreprise. Si on prend les démarches de rassurance, il s'agit de rassurer soit les autres maillons de la filière, donc c'est une communication B2B, ou le consommateur ou le citoyen. Donc là, rassurer, ça veut dire garantir que d'abord la réglementation est respectée, mettre en avant l'origine, éventuellement la race des animaux, et surtout mettre en avant les bonnes pratiques existantes. Donc c'est souvent
Un exemple qu'on peut citer, c'est les démarches collectives visant à certifier l'origine France, qui sont aujourd'hui en place dans l'ensemble des filières d'élevage. Deuxième type de démarche, des démarches de progrès qui visent soit à faire progresser l'ensemble des éleveurs via des standards améliorés, ou seulement certains, et là on est dans des démarches plus segmentantes. En général, ces démarches, elles sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent à la fois à des critères de santé, par exemple diminution de la consommation d'antibiotiques, de bien-être, d'environnement. Et là également, on a soit des démarches collectives, comme les chartes de bonnes pratiques qui existent en bovin, ou des démarches bas carbone, des démarches globalement qui sont des démarches filières, qui concernent l'ensemble des maillons des filières, et qui sont donc portées par les interpros. Et puis des démarches individuelles, privées, mises en œuvre par l'amont, souvent coopératif, la route du lait, la nouvelle agriculture, ou par l'aval, que ce soit les acteurs de l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution. Enfin, on a des démarches de rupture qui, elles, sont, comme leur nom l'indique, proposent une rupture nette avec les pratiques par rapport au système d'élevage conventionnel et des exigences très nettement supérieures à la réglementation. Donc, globalement, on a jugé que les signes officiels de qualité sont des démarches collectives qui sont des démarches de rupture. Alors, c'est vrai que la rupture est plus ou moins forte suivant les cahiers des charges considérés et suivant les filières d'élevage considérées. Et puis, on a également des initiatives individuelles portées, par exemple, par des éleveurs comme le Porchfaiser ou voilà, par des ONG et qui sont également des démarches de rupture fortes. Et puis, on a une rubrique autre, dont on a deux grands types de démarches qu'on a classées dans cette catégorie. Des démarches dont l'originalité repose sur la construction même de la démarche, c'est-à-dire par exemple les cahiers des charges qui sont co-construits avec les consommateurs, avec la mise en avant d'une exigence de revenus pour l'éleveur, par exemple. Et puis, plus globalement, des démarches de requalification qui visent à rassurer également sur des aspects santé ou environnemental, sans OGM, sans antibiotiques. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas une typologie non plus très aboutie, mais ça permet un petit peu de montrer qu'il y a une explosion aujourd'hui, quand même, de démarches à côté des signes de qualité qui, eux, sont plus anciens. Et ça permet également de voir que, globalement, on a soit des démarches collectives interprofessionnelles qui ont essentiellement pour viser de rassurer et de garantir, disons, une origine et un respect des bonnes pratiques aux consommateurs et aux citoyens, et puis des démarches qui sont souvent des démarches d'entreprise, mais les signes de qualité ressortent également de cette démarche, qui sont des démarches différenciantes et segmentantes, où là le but c'est de mettre le consommateur, finalement d'en faire un consommateur et de lui dire, eh bien si vous avez des attentes particulières sur ces points-là, voilà, le produit existe, mais il a un coût et c'est à vous de le financer. Donc en conclusion, on assiste aujourd'hui en France, mais c'est vrai ailleurs, à une explosion de démarches et donc une lisibilité qui n'est pas toujours excellente pour le consommateur de toutes ces démarches et des cahiers des charges qui ne sont pas non plus toujours accessibles et transparents. Donc c'est le gros mérite ça des signes officiels de qualité, c'est qu'ils sont disponibles et ils sont non seulement transparents, mais en plus ils sont contrôlés. Donc ça entretient peut-être un flou et ça limite un petit peu l'adhésion des consommateurs à ces démarches. Globalement, on sait que par des travaux qui ont pu être faits par ailleurs sur la perception de la qualité d'un produit ou par un consommateur, en général, cette perception elle est globale, c'est-à-dire que le consommateur est persuadé qu'une poule dehors produit un œuf de bien meilleure qualité, sanitaire, nutritionnelle, etc. Donc, c'est vrai que les démarches qui ont une mise en avant globale de la qualité répondent probablement mieux aux attentes consommateurs, alors que dans certaines démarches, la réponse apportée est partielle. Et puis enfin, le point important, et qui va faire le lien, je pense, avec la table ronde qui va suivre, c'est que toutes ces démarches et ces cahiers des charges génèrent bien sûr des investissements et des surcoûts.
que la filière doit être capable de répercuter jusqu'au bout. Donc on voit bien que là, il y a deux façons de faire. Soit on a des démarches collectives interprofessionnelles qui font monter le standard, et là, je dirais, la répercussion, elle est quasi indolore, c'est-à-dire que le consommateur ne le voit pas. Hein. Soit, effectivement, on est dans des démarches différenciantes, et là, il faut effectivement, disons, s'assurer par des contrats adaptés que le surcoût généré en amont sera bien répercuté jusqu'au bout. Et puis ça pose une troisième question, dont je ne sais pas si la table ronde l'abordera, mais qui rejoint un petit peu la discussion de tout à l'heure sur la compétition internationale. On voit bien l'exemple hollandais, ça représente 100% du marché hollandais, mais nous, les poulets qu'on continue à importer des Pays-Bas, c'est des poulets standards et ce n'est pas des poulets Koeppe Morgan. Donc comment tout ça s'organise dans un marché unique européen, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on a un double défi pour nos filières. C'est à la fois de répondre aux attentes sociétales et d'être en capacité de répercuter nos surcoûts, mais aussi d'améliorer notre compétitivité, parce que bon, la filière volaille est peut-être la plus mal lotie à ce niveau-là, mais on a quand même aussi une importation importante de produits qui se fait sur des aspects coûts pour des produits notamment transformés ou pour la restauration hors domicile. Voilà, donc je pense que la table ronde va permettre de répondre à ces questions. Je vous remercie. Merci Pascal.